Bah déjà, il faut que la BD nous plaise. Nous, c'est-à-dire moi, David Foissard. Jim regarde aussi, il donne son avis. Et puis notre ami Bruno Chauffleur, qui est vraiment celui qui fait tout dans la soute, ou plutôt dans la salle des machines. Donc on va prendre un avis commun, on en parle. Egoscopique, ça n'a jamais été les BD que Jérôme Gorgeau ou David Foissard aiment exclusivement. Il nous arrive de mettre des BD que, c'est pas souvent, mais il y a toujours un petit pourcentage de BD qui n'est pas notre tasse de thé personnelle, mais dont on sent le potentiel, qu'on sent que ça mérite d'être édité. Le truc, c'est que c'est probablement plus difficile d'être édité en égoscopique maintenant qu'au premier numéro, parce que le degré augmente pas tellement graphiquement, car graphiquement on a toujours été assez vite exigeant, et en fait on a très peu de mauvaises BD graphiques. Je dirais que les plus mauvaises BD graphiques sont quasiment les miennes. Mais simplement, c'est les histoires il faut que l'histoire raconte quelque chose, il faut que ça soit un minimum intéressant. Enfin, c'est pas vrai que c'est captivant, mais des fois on a des histoires, on comprend le début, le milieu, et à la fin on se dit mais ça n'a rien raconté, on comprend pas l'astuce. Donc quand le scénario et nous on se le voit avec nos lecteurs, parce on vise pas un lectorat d'amateurs de BD affirmés, des collectionneurs, on vise vraiment un grand public. Donc les gens ils lisent et ils nous disent mais j'ai rien compris à ton histoire, c'est trop compliqué pour moi. Ça nous contrarie, parce qu'on cherche pas à être expérimental, on cherche pas à révolutionner l'art BDesque, on cherche à raconter des petites histoires, on cherche à faire connaître des talents, des écritures. Et je pense que même pour quelqu'un qui axe d'avant tout son travail sur le graphisme, s'il est desservi par une histoire de merde, je crois vraiment que ça dessert son graphisme. Mais vraiment, je crois que même sa BD, aussi magnifiquement belle qu'elle soit graphiquement, si ça raconte rien pour beaucoup du public qui va le lire, pour le lectorat, ça va le desservir. Donc on est de plus en plus exigeant. C'est là que ça monte, pas tellement graphiquement, car graphiquement on a déjà eu des bonnes choses. On est de plus en plus exigeant sur l'aspect qu'est-ce que l'histoire raconte, est-ce que c'est vraiment personnel. Des fois on a des belles histoires, elles sont même pas autobiographiques, donc on dit bah non, on est autobiographique, il nous faut une vraie histoire perso. Oui, alors tout ce qui est un peu caractère paire de fesses, tous ces trucs-là, on n'aime pas. On en a mis pareil, on en a eu un petit peu au début dans l'égoscopique, mais en vieillissant, on s'aperçoit que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est pas notre truc. Je pense qu'on peut faire des BD sans mettre une grosse quéquette, sans mettre une paire de nichons, sans mettre une scène de sexe. Je pense pas qu'on soit obligé. C'est pas qu'on soit pudibond ou qu'on soit des culs serrés, c'est juste que ça ne nous branche pas en fait. C'est-à-dire de notre vie privée, ça peut nous intéresser, il n'y a aucun problème. Mais en BD, non, c'est pas les BD que j'ai envie de lire, personnellement, David non plus. Et je pense que très souvent, c'est une faiblesse scénaricale. C'est souvent une astuce pour rebondir. Il y a des auteurs, ils finissent à une quéquette. Enfin, c'est le truc facile, quoi. On baisse le pantalon, c'est un peu la facilité. Et puis sur les salons, nous, on vise un public, y compris grand public. Et quand les gens vous feuillettent le bouquin, qui voient une paire de, je sais pas quoi, une paire de nichons ou une paire de couilles, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas bon pour nous. On n'aime pas trop ça. C'est pas notre truc. Ça, on a le droit, hein, on a le droit. C'est pas que ça nous choque, c'est que ça nous branche pas, quoi. C'est aussi comme si, moi je sais pas, j'ai horreur du foot. Si le bouquin il était couvert de foot, si l'égoscopique c'était que du foot, ça me brancherait pas. Je dirais non, c'est pas envie de. C'est pas ma cam, c'est pas celle de David, c'est pas la mienne. Voilà, donc on va pas se forcer juste pour faire plaisir à 2-3 auteurs, quoi. Bah, le problème c'est que à quoi ça sert d'avoir les mêmes auteurs que ceux qu'on trouve déjà dans les fanzines du moment, quoi. Il y a 3-4 fanzines en ce moment qui réunissent à peu près toujours les mêmes auteurs, ou en tout cas il y a un pôle commun. Et je pense que c'est pas intéressant pour notre lecteur, parce que d'abord on est plus cher que les autres, parce que bon, on a quand même un produit qui coûte 10 € pièce. C'est pas neutre, il faut quand même qu'on propose des choses un peu différentes. Et puis je pense que pour les auteurs qui nous rejoignent, on essaie de donner une certaine qualité, on peut pas toujours. Donc c'est vrai que quand j'ai le choix entre 2 auteurs et qu'il y en a un qui est un habitué des fanzines et un autre qu'on voit plus rarement,
à talent égal, avec David, on va choisir notoirement plutôt celui qu'on voit pas tout partout. Et moi, j'ai souvenir d'auteurs, des bons copains d'ailleurs, qui étaient des bons copains à l'époque, que je n'ai pas pris dans Egoscopique parce qu'ils me faisaient la moins bonne BD pour Egoscopique. C'est-à-dire qu'ils se donnaient du mal pour des fanzines. Et à Egoscopique, ils donnaient des trucs qui n'étaient pas bons, donc je leur disais, ou pas assez bons, ou du même niveau que certains fanzines. Je dis, excusez-moi, non, nous on imprime en couleur, on a des auteurs assez reconnus, on essaie de faire un truc à peu près de qualité, parce qu'on reçoit certains auteurs qui ont un petit nom, on ne peut pas leur faire l'injure de mettre à côté des BD qui ne soient pas aboutis, qui soient trop merdiques, quoi. On peut pas. C'est aussi bête que ça. Donc c'est sûr que des fois c'est dur de dire à des auteurs, de faire un travail d'éditeur, leur dire peut-être à un auteur, là tu as peut-être tiré un peu beaucoup sur cette série-là, il va peut-être temps que tu changes un petit peu, ou alors ton histoire on comprend pas la fin, et quand le graphisme est magnifique c'est plus embêtant, mais voilà, donc il faut qu'on soit avec cette approche-là, sinon même aux auteurs on leur rend pas service, parce qu'on publie une BD2 qui est merdeuse. Donc sur le coup, on les vexe pas parce qu'on va prendre leur BD, ils sont dans leur orgueil bien contents, mais une fois qu'ils auront une BD merdique à côté d'un auteur reconnu ou d'un bon auteur de talent, finalement, on leur rend pas service. C'est pour eux, c'est même leur faire une vacherie quelque part. Alors ça c'est marrant parce que quand j'ai commencé Egoscopique, j'avais des dessinateurs vraiment cultes pour moi. Il y avait Lolmed, et il y avait David Gibbons, vraiment qui étaient des dessinateurs cultes et placides. Or, les trois en question, sans que je rame, ont accepté de participer à Egoscopique dès le premier numéro. Donc en fait, j'ai été un peu pourri gâté dès le départ, en ayant mes maîtres, des gens que j'admire énormément, qui sont montés à bord, sans même que je leur fasse la danse du ventre, ce que j'aurais du mal à faire d'ailleurs. Mais donc tout de suite, ça a été naturel que des gens que j'admirais, dont j'étais très très admiratif, soient dans l'équipe. Ce qui fait qu'après, on a eu des gens de talent incroyables. Il y a eu Nicobi, il y a eu, qui était d'ailleurs dès le premier numéro aussi. Il y a eu, alors Arnaud Poitvin, n'en parlons même pas, parce qu'il y a un auteur incroyable que j'ai même pas vu venir d'ailleurs. J'ai même pas compris comment il nous avait rejoint. Ivars. Jean Bourguignon, fabuleux. Et puis tout, je vais arrêter, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a tellement, mais on a vraiment des auteurs. On a eu presque 100 auteurs au total, donc je ne peux pas citer tout le monde. Il y a au moins 15 auteurs dont je ne me remets pas qu'ils soient dans Egoscopique. Je ne me remets pas, je me dis comment c'est possible. Je sais juste que c'est possible, c'est merveilleux, et puis donc, et à chaque fois il y a un nouveau. David nous avait obtenu d'avoir Noah Fansiver, qui est juste un cador incroyable. Et voilà, c'est incroyable d'avoir Noah Fansiver, qui est un auteur américain. Donc ça, c'est fabuleux. Alors maintenant, est-ce qu'on rêve d'autres auteurs? Mais oui, vraiment. Mais alors, je dirais qu'on ne se refuse rien dans nos rêves, parce qu'on est tellement étonnés. On s'est aperçu qu'en fait, plus on montait haut, à quelques exceptions près, plus les auteurs sont sympas et ils se la jouent pas forcément, mais c'est vrai que pourquoi pas. Moi, Berberian, je l'adore. J'adore Berberian, j'adore Matt Conture profondément. J'adore des auteurs même étrangers. Joe Matt. Bon, on adore Margerin, ce serait fabuleux d'avoir Margerin. C'est jamais, on peut rêver d'avoir des auteurs comme ça un peu connus, mais c'est pas tellement pour nous, c'est parce que j'aime l'idée que des auteurs moins connus soient aux côtés d'auteurs. C'est comme ça le principe d'Egoscopique au départ, c'est on met des cadors à côté de gens talentueux mais moins connus. Et c'est ça qui est marrant, c'est au lieu de mettre tous les Parisiens ensemble, tous les auteurs de la classe du milieu ensemble et les petites familles ensemble, moi j'aime bien casser les familles. Et on a toujours fait ça. On a des auteurs, notamment grâce à David, on a des auteurs africains par exemple. Ils ont rien. Et du coup maintenant ces gens-là, ils sont passés d'abord par nous et après ils se sont mis à participer à d'autres fanzines. Et on a des auteurs africains qui se mélangent à des auteurs parisiens, des auteurs provinciaux, à des auteurs belges, à des auteurs. Alors je dis pas que ça s'était pas fait avant, loin de là. On n'est pas les premiers bien sûr, mais ça c'est d'autant. On essaye de mélanger les familles.
des fanzineux, avec des gens qui sont plus branchés web, avec des gens de l'édition reconnue, plusieurs écoles différentes. Et ça, c'est très kiffant. C'est un peu le but. Et on essaye de continuer de casser les codes. Et il y a des auteurs de talent qui osent ça, qui osent nous rejoindre. Moi, quand j'ai vu que Jean-Yves Duhoux, je publiais Jean-Yves Duhoux, c'est un auteur incroyable, quoi. Donc, d'avoir ces gens-là, c'est à peine imaginable pour nous. Donc, du coup, on se dit, on peut sans arrêt espérer plus. Pourquoi on n'aurait pas un jour Mathieu Sapin? Mathieu Sapin, évidemment, il est aussi dans d'autres sphères, mais qui dit qu'un jour ce dessinateur-là dira pas, bon, ok, je participe. Ça paraît un petit peu audacieux, mais on a eu des audaces incroyables et elles ont payé. Donc, et on a 2-3 choses dans les tuyaux, on ne peut pas les révéler, mais dans les 3-4 prochains égoscopiques, si elles se font, ça va être assez génial. Donc voilà, on continue de rêver.